2 ans, 3 mois et 11 jours après que mon ex-femme Oren a quitté notre maison sans m'adresser un seul mot en face, je l'ai croisée au centre commercial Crossfield. Je n'étais même pas censé être là. J'avais commandé un micro-ondes en ligne, choisi la mauvaise taille, et j'avais dû le retourner en personne parce que le portail de retour du site web était en panne. C'est le genre de détail banal et stupide qui change tout. Et je veux être clair sur une chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Je n'étais pas une épave obsessionnelle qui comptait les jours. Il se trouve juste que je connaissais le chiffre parce que mon pote Pax avait fait une blague à ce sujet à un moment donné. Jour 500 de Jonah en tant qu'homme libre, et le chiffre est resté. 748 jours. C'est le temps qui s'était écoulé depuis son départ. Elle n'est pas partie de manière dramatique. Pas de cris, pas d'assiette cassée, pas de confrontation finale. Elle s'est juste évaporée. Je suis rentré du travail un mardi après-midi et la maison m'a semblé différente. Son manteau n'était pas sur le crochet. Ses clés n'étaient pas sur le comptoir. J'ai trouvé son alliance posée sur la table basse comme un point à la fin d'une phrase que je n'avais pas encore fini de lire. Il y avait un message vocal. Ça commençait par « S'il te plaît, ne sois pas en colère », et ça se terminait par « Je ne reviendrai pas ». Entre les deux, il y avait beaucoup d'éléments de langage prudent et répétés sur le fait d'avoir besoin d'espace, d'évoluer dans des directions différentes et de ne pas vouloir me blesser. Elle avait clairement répété. Cela a rendu les choses encore pires. J'ai réécouté ce message vocal probablement 40 fois au cours de la semaine suivante. Non pas parce que je pensais avoir manqué quelque chose la première fois, mais parce que je n'arrêtais pas d'attendre que cela prenne un sens. Ça n'en a jamais eu. Je m'allongeais sur le canapé dans le noir et j'écoutais sa voix m'expliquer, du ton le plus mesuré et le plus raisonnable qui soit, pourquoi elle en avait fini. Et chaque fois que ça se terminait, je restais juste là, dans le silence d'une maison qui sentait encore son shampoing, à essayer de comprendre ce qui m'avait échappé. La réponse, en fin de compte, c'était beaucoup de choses. Je ne savais pas pour Beckett à l'époque. C'est venu plus tard, par des amis communs qui se sentaient coupables de me le cacher. Beckett était quelqu'un qu'elle avait rencontré par le travail. Le genre de gars qui publie des photos de lever de soleil avec des légendes motivantes et qui appelle son appartement un « espace créatif ». Je ne suis pas amer. Je le décris simplement avec précision. Ce que j'ai appris, morceau par morceau, c'est qu'elle et Beckett se parlaient depuis des mois avant qu'elle ne parte. Et pas juste parler. Le genre de conversation qui a lieu quand on a déjà décroché émotionnellement d'un endroit et qu'on commence à construire ailleurs. J'ai découvert qu'elle était allée chez lui. J'ai découvert qu'ils étaient allés ensemble à un concert pendant que j'étais en déplacement pour le travail, alors qu'elle m'avait dit qu'elle restait à la maison avec une migraine. J'ai découvert beaucoup de choses que j'aurais préféré ignorer, et je les ai toutes découvertes trop tard pour en faire quoi que ce soit d'utile. Alors, oui. 748 jours, et elle était là, debout au comptoir à smoothie près de l'aire de restauration, à commander un truc avec des graines de chia. Je l'ai entendu le dire. Extra chia, s'il vous plaît. Avec cette même voix désinvolte et imperturbable qu'elle utilisait quand elle était complètement à l'aise quelque part. Comme si elle possédait l'air autour d'elle. J'étais debout derrière un présentoir de fauteuil de massage hors de prix, tenant un carton de micro-ondes, complètement pétrifié. Elle avait l'air en forme. C'est la partie dont personne ne vous parle à propos de ces moments-là. Vous passez 2 ans à espérer secrètement qu'ils se sont un peu effondrés, et puis ils se pointent avec l'apparence d'une double page de magazine de mode. Cheveux ondulés, gilet oversize, le genre d'allure soignée sans effort qui demande en réalité un vrai effort. Et à côté d'elle, garée près du comptoir à smoothie, il y avait une poussette. Jaune vif. Des petits soleils imprimés partout sur le tissu. J'aurais dû partir. Je le sais. Chaque partie rationnelle de mon cerveau me hurlait de faire demi-tour, de passer les portes automatiques et de rentrer chez moi, avec mon triste micro-ondes, dans mon triste appartement. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, comme un idiot, à la fixer jusqu'à ce qu'elle se retourne. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle était concentrée sur sa boisson, ajustant la paille, faisant ce truc qu'elle faisait toujours de vérifier le couvercle 2 fois, et puis sa tête s'est penchée comme on le fait quand quelque chose attire notre vision périphérique, et ses yeux ont croisé les miens. J'aimerais pouvoir décrire ce qui s'est passé sur son visage à ce moment-là. Elle est devenue livide. Pas progressivement. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur.
Ses lèvres ont cessé de bouger au milieu d'une phrase. Tout son corps s'est figé. Elle avait l'air d'avoir percuté un mur qu'elle n'avait pas vu venir. J'avais probablement l'air pire. Mal rasé, avec un sweat à capuche humide à cause de la pluie dehors. Une chaussure défaite. Je ne me présentais pas sous mon meilleur jour. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a bougé. Puis j'ai fait quelque chose que je n'arrive toujours pas à m'expliquer complètement. Je me suis avancé. Elle a reculé la poussette d'1 centimètre. Juste 1 centimètre, mais je l'ai remarqué. Ma voix est sortie brisée et faible. Pas une réplique répétée. Pas la réplique cinglante que j'avais imaginée 100 fois sous la douche. Juste une question. C'est lui? Elle n'a pas répondu. Elle a détourné le regard, soudain très intéressée par un présentoir de bougies parfumées situé à proximité. Le bébé dans la poussette a fait un bruit. Un petit gazouillis joyeux, complètement insensible au naufrage émotionnel qui se déroulait 60 centimètres au-dessus de lui. J'ai redemandé, plus lentement. C'est l'enfant de Beckett? Elle a fait le plus petit signe de tête que j'ai jamais vu. Comme si elle essayait de bouger la tête le moins possible physiquement. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine. Pas du chagrin, exactement. Plutôt le bruit que fait une lame de parquet juste avant de céder. J'ai ri. Pas un vrai rire. Plutôt comme si quelque chose qui avait été mis sous pression pendant 2 ans avait enfin trouvé une soupape de sécurité. Un couple qui passait par là s'est retourné pour regarder. Oren s'est recroquevillé dans son gilet. Tu l'as vraiment fait, ai-je dit trop fort. Ma voix a rebondi sur le carrelage. Tu as construit toute une famille avec lui. J'ai baissé les yeux vers l'enfant. Il dormait maintenant, la bouche ouverte, complètement en paix. Il avait son nez. Et quelque chose dans les yeux que je n'arrivais pas encore à identifier. S'il te plaît, n'en rajoute pas, a-t-elle dit. Sa voix était fluette, épuisée. Comme des excuses qui seraient restées trop longtemps dans un tiroir. Elle n'avait toujours pas prononcé mon prénom. Pourquoi as-tu fait ça comme ça, ai-je demandé. Juste disparaître? Pas de conversation, pas d'avertissement, pas même un vrai au revoir. Tu as laissé un message vocal, Oren. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. J'avais répété cette conversation tellement de fois. Dans la voiture, sous la douche, éveillé sur le matelas pneumatique où je dormais depuis 6 mois parce que je n'arrivais pas à me résoudre à acheter un vrai lit. J'avais des scripts entiers, des monologues dévastateurs, des répliques parfaites. Aucune d'elles n'est sortie. Je ne pensais pas que tu me laisserais partir, a-t-elle fini par dire, à peine au-dessus d'un murmure. Tu t'accrochais toujours aux choses. Elle a fait un geste vague, comme si j'étais une habitude dont elle s'était lassée. J'étais ton mari, ai-je dit. Ce mot l'a ébranlé. Je l'ai vu faire son effet. Elle a baissé les yeux vers la poussette et s'est mise à la bercer machinalement, comme on le fait quand on a besoin d'occuper ses mains. J'aurais fait n'importe quoi pour toi, ai-je dit. J'étais là quand tu as été dépressive pendant 8 mois d'affilée. J'ai vidé le garage de ta mère quand toute ta famille a refusé d'aider. Je me suis assis avec toi et je t'ai fait répéter pour chaque entretien d'embauche que tu as passé. Même quand tu lui envoyais déjà des textos. Ses yeux se sont levés d'un coup à cette remarque. Ce n'est pas juste. Vraiment? Parce que je me souviens du soir où tu es rentré avec l'odeur de l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre, et quand j'ai posé des questions, tu m'as dit que c'était un nouveau shampoing, à la lavande. Tu as levé les yeux au ciel comme si j'étais paranoïaque. Elle a expiré brusquement. L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'elle allait vraiment pleurer, mais Oren avait toujours été exceptionnellement doué pour garder la face en public. Pendant ce temps, j'étais le gars qui avait un jour pleuré sur le parking d'une pharmacie parce qu'il n'avait plus les pastilles pour la gorge spécifique qu'elle aimait. Je l'ai regardé, debout là. Impeccable, posé, tenant un smoothie à côté d'une poussette, et j'ai senti quelque chose changer. Pas de la colère. Quelque chose de plus silencieux et de plus définitif. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où j'aurais donné n'importe quoi pour cette conversation. Quand j'étais allongé sur ce matelas pneumatique dans la chambre d'amis de l'appartement de mon ami Dex, à manger des céréales pour le dîner en fixant le plafond, je me repassais exactement ce que je dirais si jamais j'en avais l'occasion. J'avais des discours entiers. J'avais la réplique parfaite qui lui ferait comprendre ce qu'elle avait fait. J'avais la question dévastatrice qui finirait par la faire craquer.
Debout dans l'aire de restauration, j'ai réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance. Non pas parce que j'avais guéri ou tourné la page, ou toutes ces choses que les gens disent quand ils veulent que vous vous sentiez mieux, mais parce qu'elle était déjà ailleurs. Elle était ailleurs depuis longtemps. Et aucun discours n'allait y changer quoi que ce soit. Je me suis retourné et je suis parti. Pas de phrase de sortie théâtrale, pas de doigt d'honneur. J'ai juste marché. Passé le présentoir de bougies, passé le stand de bretzel, franchi les portes automatiques, pour me retrouver dans la bruine grise de l'après-midi. Les portes ont glissé et se sont refermées derrière moi, et pour la première fois en 748 jours, c'est elle qui me regardait partir. Je pensais que c'était ça, la fin. Des portes en verre, un ciel gris, moi et mon micro-ondes marchant sous la pluie. Assez net. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Des pas rapides, éclaboussant les flaques. Jonah, attends. Mon nom. Elle a prononcé mon vrai nom. C'était la première fois en plus de 2 ans. Je me suis arrêté sous l'auvent mais je ne me suis pas retourné. Elle m'a rattrapé, un peu essoufflé, une main protégeant son visage de la bruine, l'autre serrant son gilet pour le fermer. La poussette était restée à l'intérieur. Elle l'avait apparemment laissée à quelqu'un dans l'un des kiosques. Elle est restée à côté de moi sans rien dire un instant, à respirer simplement. « Tu n'avais pas l'air d'aller bien », a-t-elle dit doucement. Je me suis tourné vers elle. « Tu veux prendre de mes nouvelles après m'avoir effacé de ta vie comme une faute de frappe ? Ce n'est pas ce que j'ai fait. Tu m'as ghosté, Oren. J'ai laissé une lettre. Tu as laissé un document avec une liste à puces. » Elle a tressailli. J'ai presque ressenti de la pitié. Presque. Son mascara était légèrement étalé maintenant à cause de la pluie. Ses cheveux étaient humides. Elle ne ressemblait pas à son compte Instagram. Elle ressemblait à quelqu'un pris en flagrant délit de se souvenir de quelque chose qu'il avait travaillé dur à oublier. « Je ne pouvais pas t'affronter », a-t-elle dit. « Tu m'en aurais dissuadé. » C'est tombé plus lourdement que je ne m'y attendais. « Tu as raison », ai-je dit. Je l'aurais fait. Parce que je croyais vraiment en ce que nous avions. Je pensais que tu traversais juste une mauvaise passe. Je ne savais pas que tu construisais toute une autre vie avec un gars qui boit dans des bocaux en verre. Elle a ri. Un petit rire sincère. Ça m'a donné la nausée. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit en s'essuyant sous l'œil. Faire quoi? Faire des blagues quand tu t'effondres. Et juste comme ça, je l'ai détesté à nouveau. Pas de manière explosive. Silencieusement. De la façon dont on déteste quelqu'un parce qu'il nous connaît trop bien alors qu'il en a perdu le droit. Je me suis retourné vers le parking. Pourquoi es-tu vraiment sorti? Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai cru qu'elle allait partir. Puis elle a dit, j'ai fait un rêve le mois dernier. Tu étais debout au bout d'un ponton. Tu ne me regardais pas. Tu as juste marché dans l'eau et tu as disparu. Je me suis réveillé et je n'arrivais plus à respirer. Je suis resté là, sous la bruine, sans trop savoir quoi faire de ça. Pourquoi est-ce que ça t'importe maintenant? Ai-je demandé. Parce que tu comptais. Tu comptes toujours. Juste pas de la manière dont tu le voudrais. C'était pire que le message vocal. Pire que la lettre à puce. Pire que tout le reste. Je l'ai regardé. Tu n'as plus le droit de décider à quel point je compte. Et j'ai marché vers ma voiture. Cette fois, elle ne m'a pas suivi. J'ai posé le micro-ondes sur le siège passager, je me suis assis au volant et je l'ai regardé dans le rétroviseur. Elle était toujours debout sous l'auvent, sous la pluie. Elle n'a pas bougé jusqu'à ce que je sorte du parking. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Vraiment. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Sans adresse d'expéditeur. Fourrée dans une pochette de cartes de vœux déchirées avec des ratons laveurs de dessins animés sur le devant. L'écriture était la sienne. Nette. Inclinée, comme si elle écrivait toujours plus vite qu'elle ne le voulait. En travers du haut de la page et au-dessus de la première ligne, il y avait 5 mots. Tu n'en sais pas la moitié. Je me suis assis sur mon lit défait et je l'ai lu 2 fois avant que mon cerveau ne comprenne ce qu'elle disait. La première phrase, Beckett n'était pas censé être définitif. Mon estomac s'est noué. Elle a continué. Elle disait qu'elle n'avait pas eu l'intention de tomber enceinte.
Que Beckett avait insisté pour avoir le bébé. Qu'après la naissance de l'enfant, la version de lui qu'elle avait choisie à ma place s'est révélée être une façade. Le charme, l'énergie, les nuits tardives, tout s'est dissous quand la vraie vie a pris le dessus. Il a commencé à boire davantage. Il a arrêté d'écouter. Il a disparu pendant 2 jours une fois et est revenu avec un œil au beurre noir sans aucune explication. Et puis, la partie qui m'a fait tellement trembler les mains que le papier a crépité. Je n'ai jamais dit ça à personne, mais quand je t'ai quitté, j'étais déjà enceinte de 3 mois. Et je n'étais pas sûr qu'il soit de lui. J'ai dû poser la lettre et m'éloigner. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement pendant 10 minutes. Puis je suis retourné et j'ai continué à lire. Elle a écrit que Beckett n'avait pas posé de questions. Qu'il voulait l'idée d'un enfant plus que la vérité. Qu'il s'était mis d'accord, s'il ne savait pas avec certitude, il dirait simplement que c'était de lui. Elle s'était convaincue que c'était le cas. Peut-être que ça l'était. Mais elle ne savait pas. Et maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de se poser la question. J'ai laissé tomber la lettre sur le sol et je me suis assis à côté. J'ai pensé au bébé dans la poussette. À ses yeux. Ce bleu profond dont j'avais toujours cru qu'il n'appartenait qu'à elle. La lettre se terminait par « Je ne demande rien. J'ai juste pensé que tu méritais de savoir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une minute. Je me suis assis au bord de mon lit avec les mêmes vêtements que je portais au centre commercial, relisant ces mots jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de sens. Il pourrait être à toi. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête comme une chanson que je ne pouvais pas arrêter. Je n'arrêtais pas de faire le calcul. Enceinte de 3 mois quand elle est partie. Nous avions été ensemble jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de blanc, pas de période où je pourrais me dire que c'était impossible. La chronologie correspondait. Elle correspondait parfaitement, et c'était la pire des choses. Il n'y avait aucune version de l'histoire où je pouvais m'exclure. J'ai repensé aux derniers mois de notre mariage. La distance que j'avais remarquée mais que j'avais mise sur le compte du stress. Le soir où elle est rentrée tard en disant que le travail était de la folie. Le week-end où elle est allée rendre visite à son amie d'université et où elle est revenue plus silencieuse qu'elle n'était partie. J'avais demandé si tout allait bien. Elle m'avait dit qu'elle était juste fatiguée. Je l'avais cru parce que j'avais envie de la croire. Parce que l'alternative était quelque chose que je n'étais pas prêt à regarder en face. J'étais un idiot. Je le sais. Mais j'étais un idiot qui aimait sa femme, et je crois qu'il y a une différence. À l'aube, j'étais sur mon ordinateur portable, le vieux avec des miettes sous les touches et les autocollants que Oren y avait mis à l'époque où elle pensait vouloir lancer un blog culinaire, en train de chercher « test de paternité sans le consentement de la mère ». Je suis tombé sur des forums remplis d'hommes exactement dans ma situation. La plupart d'entre eux disaient la même chose. Sans statut juridique, ne vous attendez pas à de la coopération. Je ne voulais pas de coopération. Je voulais la vérité. J'ai trouvé son numéro dans mes anciens messages. Je ne l'avais pas appelé depuis que le divorce avait été prononcé. Mon pouce est resté suspendu au-dessus pendant un long moment. Je ne faisais pas confiance au son de ma voix, alors j'ai envoyé un SMS à la place. Il faut qu'on parle. Face à face. S'il te plaît, ne l'amène pas, la bulle de saisie est apparue et a disparu 3 fois. Puis plus rien. J'ai attendu 20 minutes, puis j'ai jeté mon téléphone sur le canapé. Il a sonné 23 minutes plus tard. Sa voix était douce et monotone, comme si elle essayait de ne pas réveiller quelqu'un. Je te retrouve demain. 10 minutes. Ça ne change rien. Ça avait déjà tout changé. Nous nous sommes retrouvés sur un banc de parc près de notre ancien quartier. Terrain neutre. Elle portait des lunettes de soleil même si le ciel était couvert. Elle avait l'air fatiguée, d'une manière qu'elle ne l'était pas au centre commercial. Les cheveux détachés, une tache sur sa manche. Le genre de fatigue qui ne disparaît pas avec une bonne nuit de sommeil. Je n'y suis pas allé par 4 chemins. Je veux un test. Elle a gratté un fil qui dépassait de sa manche. Je savais que tu dirais ça. Et puis qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jonah? L'emmener dans un laboratoire et dire quoi à Beckett? Surprise, le gamin n'est peut-être pas de toi. Beckett n'entre pas en ligne de compte là-dedans. Moi, si. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. J'ai passé 2 ans à faire le deuil de toi,
Et maintenant tu me dis que j'ai peut-être raté les premiers pas de mon propre fils, ses premiers mots. Arrête. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Bien. Elle a détourné le regard. Sa main tremblait légèrement. Je voyais qu'elle avait envie de pleurer. Elle ne l'a pas fait. Je ne voulais détruire la vie de personne, a-t-elle dit. Tu l'as déjà fait. Silence. Puis elle a plongé la main dans la poche de son manteau et a sorti un Polaroid. Petit, un peu corné. Un petit garçon assis dans un bac à sable, tenant un dinosaure en plastique, riant en regardant quelqu'un hors champ. Des joues rondes, des cheveux en bataille. Et ses yeux. Dis-moi qu'ils ne sont pas de toi, a-t-elle dit. Sa voix a déraillé pour la première fois. J'ai pris la photo. Je l'ai fixée longuement. J'ai senti quelque chose se briser en moi qui n'était ni de la tristesse ni de la colère. Quelque chose de pire. Le sentiment terrifiant, irrationnel et complètement indésirable de l'espoir. Fais le test, ai-je dit. Puis je me suis levé et je suis parti avant de m'effondrer devant elle. 12 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour obtenir les résultats. 12 jours à ne pas pouvoir manger un repas complet, à ne pas pouvoir dormir plus de 2 heures d'affilée, à ne pas pouvoir rester assis assez longtemps pour terminer une pensée. Je n'arrêtais pas de penser au garçon sur la photo. S'il aimait les dinosaures, s'il dormait sur le côté, s'il pleurait au bruit fort. Je retournais constamment au Polaroid. Je le gardais sur le comptoir de la cuisine, ce qui n'était probablement pas sain, mais je ne pouvais pas le ranger. Je le regardais pendant que je préparais le café le matin et j'essayais d'être objectif. J'essayais de voir Beckett dans ses traits. La mâchoire, le nez, la façon dont ses cheveux bouclaient sur les tempes. Mais chaque fois que je regardais ses yeux, je ressentais quelque chose que je ne pouvais pas contester. J'ai appelé le travail pour me porter malade 2 fois. Mon responsable m'a envoyé un message pour prendre de mes nouvelles, et je lui ai dit que j'avais un problème d'estomac. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Je n'ai pas pu garder de la nourriture dans le ventre pendant la majeure partie de ces 12 jours. J'ai perdu environ 3 kilos. Ma voisine a frappé à ma porte le 9e jour pour me demander si j'allais bien parce qu'elle ne m'avait pas vu sortir de l'appartement depuis 3 jours. Je lui ai dit que j'allais bien. Elle a quand même laissé un récipient de soupe devant ma porte. Je l'ai mangé par terre dans ma cuisine à 2 heures du matin et j'ai un peu pleuré, ce que je n'avoue que parce que c'est Internet et qu'aucun de vous ne sait où j'habite. Quand l'enveloppe est arrivée, je l'ai fixée pendant 1 heure avant de l'ouvrir. Toute blanche. Incroyablement légère pour quelque chose qui avait un tel poids. Positif. 99,9%. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais. Je pensais que je m'effondrerais, que je jetterais quelque chose ou que je rirais comme un fou. Au lieu de cela, je suis juste resté assis sur le sol de ma cuisine en tenant le papier. En pensant autant qu'elle l'avait su. Combien de temps elle avait vécu dans notre maison, enceinte de mon enfant, sans rien dire. Je l'ai appelée. Pas de réponse. J'ai rappelé. Rien. J'ai conduit jusqu'à chez elle. Beckett a ouvert la porte. Il n'avait pas l'air surpris. Il ressemblait à un homme qui avait attendu un train qu'il ne pouvait pas arrêter. Les yeux fatigués, la mâchoire serrée, l'arrogance complètement disparue. Elle n'est pas là, a-t-il dit. Alors, toi et moi allons parler. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte et a croisé les bras. Je sais. Tu sais quoi? Qu'il est de toi. Il l'a dit sans ciller. Je l'ai toujours su. Le silence qui a suivi a été volcanique. Elle me l'a dit avant qu'il ne naisse, a-t-il continué. Elle m'a dit qu'il n'était peut-être pas de moi. Je lui ai dit que je m'en fichais. J'ai dit que s'il te ressemblait, je ferais avec. Tu étais insignifiant pour moi. Je me suis avancé. Mes mains tremblaient. Insignifiant? Je suis son père biologique. La biologie ne fait pas de toi un père, a-t-il lâché. Et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose de vrai dans sa voix, pas de l'arrogance, mais de la peur. Où étais-tu quand il a eu de la fièvre à 3 heures du matin? Où étais-tu quand il ne pouvait pas s'endormir si quelqu'un ne lui chantait pas une chanson? Tu crois que tu peux débarquer maintenant et tout réécrire? Tu l'as volé. Elle me l'a donné. Ces 5 mots ont fait l'effet d'eau glacée dans mes poumons. Ils n'étaient pas tombés là-dedans par hasard.
Il y était entré en toute connaissance de cause et avait fait un choix. Et elle l'avait laissé faire. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit. Ma voix était à peine audible. N'importe lequel de vous deux aurait pu le faire. On ne te devait rien, a-t-il répondu. Elle est partie. Tu ne faisais pas partie du tableau. J'aurais dû en faire partie. Il m'a regardé droit dans les yeux. Alors peut-être que tu aurais dû te battre plus fort avant qu'elle ne passe la porte. Je me suis retourné et je suis parti. Je ne me souviens pas de la marche jusqu'à ma voiture. Je ne me souviens pas du trajet de retour. Je me souviens juste d'être resté assis sur mon parking, à fixer le volant, comprenant pour la première fois que deux personnes avaient bâti toute une vie sur un mensonge et m'en avaient écarté comme si j'étais le problème. Je suis resté là un long moment. Assez longtemps pour que le soleil se déplace et que la lumière dans la voiture change. Une femme est passée avec un chien et m'a jeté un coup d'œil par la fenêtre. J'ai dû avoir l'air plutôt mal en point car elle a ralenti un instant, comme si elle envisageait de frapper à la vitre. Je lui ai fait un petit signe de la main. Elle a continué son chemin. J'ai repensé à ce qu'avait dit Beckett. Alors peut-être que tu aurais dû te battre plus fort avant qu'elle ne passe la porte. Et le fait est que je m'étais battu. J'avais appelé, j'avais envoyé des textos, j'avais laissé des messages vocaux. Je m'étais pointé chez sa sœur une fois, ce qui rétrospectivement était probablement excessif, mais j'étais désespéré. Je lui avais écrit une lettre. Une vraie lettre, écrite à la main, de 4 pages. Le genre de choses que vous écrivez quand vous essayez de dire tout ce que vous n'avez jamais pu dire à haute voix. Elle n'y a jamais répondu. Je ne sais même pas si elle l'a lu. Pour Beckett, se battre plus fort signifiait apparemment quelque chose de différent de ce que j'avais fait. Peut-être qu'il voulait dire que j'aurais dû le voir venir et l'arrêter avant que ça ne commence. Peut-être qu'il voulait dire que j'aurais dû être un autre genre de personne, le genre de personne qu'elle n'aurait pas voulu quitter. Je n'en sais rien. J'y ai beaucoup réfléchi et je n'ai toujours pas de réponse claire. Mais maintenant, j'avais la vérité. Et la vérité avait un poids. Je n'ai entamé aucune démarche officielle tout de suite. Je sais que ça paraît probablement faible, mais la vérité n'est pas fournie avec un mode d'emploi. Elle vient avec des questions. La plus grande étant, qu'est-ce que ça va faire à un garçon de 2 ans qui ne sait pas que j'existe? J'ai gardé ces résultats d'ADN pendant 3 semaines. À chaque fois que je pensais à appeler un avocat, je pensais au gosse. Cédar, j'avais appris son nom grâce à la lettre, en train de grandir au milieu d'une guerre juridique qu'il n'avait pas demandée. J'ai pensé à ce que ça signifierait de faire exploser la seule structure familiale qu'il ait jamais connue. Et puis j'ai pensé à lui appelant Beckett, papa. Et je me remettais à faire les 100 pas. Je dormais mal. Je ne mangeais pas bien. J'allais au travail, je faisais le strict minimum, je rentrais à la maison et je m'asseyais dans le noir avec un bol de céréales et les résultats d'ADN sur la table basse. Mon appartement commençait à ressembler à une salle d'attente. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais. Une permission, peut-être, ou du courage, ou juste un signe que faire ce qui était juste ne détruirait pas tout le monde au passage. Un matin, j'ai pris une décision. Pas la plus audacieuse. Pas la plus vertueuse. Juste celle avec laquelle je pouvais vivre. Je lui ai écrit une lettre. À la main. Pas de liste à puces. Pas de carte avec un raton laveur. Je lui ai dit que je ne venais pas pour détruire quoi que ce soit. Je n'étais pas là pour lui enlever ses dards ou pour détruire sa vie. Je voulais juste le rencontrer. Une fois. Pas de pression, pas de but caché, juste un moment. Elle a répondu. 2 jours plus tard. Une ligne. Samedi, 11h, Parc Marlowe. Viens seul. Je me suis garé sur ce parking avec l'impression de m'introduire par effraction dans ma propre vie. Le soleil brillait, ce qui m'a semblé être une insulte personnelle. Des familles partout, des enfants sur les balançoires, des parents avec des tasses de café et ce genre d'énergie insouciante du samedi que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me suis garé loin de l'aire de jeu et j'ai marché lentement, scrutant les visages. Je les ai repérés sous un arbre. Oren avait les genoux ramenés contre sa poitrine et semblait plus petite que dans mes souvenirs. À côté d'elle, assis dans l'herbe, il y avait un garçon avec un camion rouge en plastique dans une main et une brique de jus de fruits dans l'autre. Cédar, mon fils. J'ai arrêté de marcher une seconde. Je suis juste resté là sur le chemin,
à une dizaine de mètres, à le regarder. Il se parlait à lui-même ou peut-être au camion. Je n'arrivais pas à entendre ce qu'il disait, mais sa bouche bougeait et il prenait très au sérieux le récit qu'il était en train de construire. Il avait cette façon de pencher la tête quand il était concentré sur quelque chose. Je fais ça. J'ai fait ça toute ma vie. Ma mère se moquait souvent de moi à ce sujet. J'ai recommencé à marcher avant de me dégonfler. Il n'a pas levé les yeux quand je me suis approché. Oren, si. Pas un signe de la main, pas un sourire, juste un petit hochement de tête. Je me suis accroupi à proximité, pas trop près. Le cœur battant à des endroits dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Salut, ai-je dit doucement. Cédar a levé les yeux. De grands yeux bleus. Mes yeux. C'est qui, a-t-il demandé à Oren. Elle a hésité. Un vieil ami. Il m'a regardé directement, avec l'honnêteté totalement sans filtre que seuls les petits-enfants possèdent. Tu ne ressembles pas à un ami. Tu ressembles à un étranger. Ce mot m'a frappé à un endroit auquel je n'étais pas préparé. Ouais, ai-je répondu en forçant un faible sourire. J'imagine que oui. Est-ce que tu as des camions, a-t-il demandé en pointant celui dans sa main. J'en avais. Pas aussi cool que celui-là, cependant. Il m'a inspecté pendant environ 3 secondes, puis est retourné à son jus de fruits. Nous sommes restés là pendant 20 minutes. Je lui ai posé 2 questions. Il m'a donné 3 réponses. À un moment, il a levé les yeux et a dit, le plus naturellement du monde, ton lacet est bizarre. Puis Oren s'est levé, a épousseté son jean et a dit qu'il était temps de partir. Je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché la tête et me suis levé lentement. Pendant qu'elle ramassait ses affaires, je me suis accroupi à côté de lui une dernière fois. Peut-être que je te reverrai un de ces jours, mon grand. Il n'a pas répondu, mais alors qu'il s'éloignait, juste avant de tourner au coin, il a regardé par-dessus son épaule et a crié un seul mot. Au revoir, l'étranger. Je suis resté là, figé. Étranger. Le mot a résonné dans ma poitrine comme une porte qui claque. J'avais rencontré mon fils, et je n'étais rien de plus qu'un visiteur dans son histoire. Je suis rentré chez moi dans une sorte de brouillard. Je ne me souviens pas de la majeure partie du trajet. Je me souviens d'avoir attendu à un feu rouge et de m'être rendu compte que je n'avais aucune idée de comment j'étais arrivé là. Je me souviens de m'être garé et d'être resté dans la voiture pendant un moment avant de pouvoir me forcer à rentrer. Mon appartement m'a semblé plus petit que d'habitude ce soir-là. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé le Polaroid que Oren m'avait donné sur le banc du parc, celui de Cédar dans le bac à sable. Et puis j'ai regardé les résultats ADN sur la table basse et je me suis dit que c'était étrange que ces 2 morceaux de papier soient toute la somme de ma relation avec mon propre enfant. Une photo et un pourcentage. C'était tout. C'était tout ce que j'avais. J'ai pensé à appeler ma mère. Elle ne savait rien de tout cela. Je ne lui avais pas parlé de la lettre, du test, ni de quoi que ce soit, parce que je ne voulais pas lui donner de faux espoirs et ensuite devoir faire marche arrière. Elle avait toujours bien aimé Oren, jusqu'à ce qu'elle ne l'aime plus, et le divorce avait été difficile pour elle à sa façon. Je ne voulais pas lui faire subir une autre série d'incertitudes. Alors je suis resté seul avec ça, ce qui, encore une fois, est mon mode de fonctionnement. Une semaine a passé. Je n'arrêtais pas d'entendre ce mot dans mon sommeil, dans le bruit de fond de mon appartement, dans l'espace entre mes pensées. Il ne l'avait pas dit méchamment. C'était juste un enfant qui appelait les choses par leur nom. Et il n'avait pas tort. J'étais un étranger. J'avais dérivé dans son après-midi ensoleillé et laissé une ombre sur l'herbe. Je me suis dit de ne pas forcer les choses. De laisser respirer. Ces 20 minutes devaient suffire. Puis, 4 jours plus tard, mon téléphone a vibré. Oren. Une ligne. Cédar n'arrête pas de demander quand le monsieur avec les lacets bizarres va revenir. Je l'ai lu 4 fois. Alors on a réessayé, même parc, endroit différent. Je lui ai apporté un camion de pompiers jouet, rouge avec des sirènes qui marchaient. Il s'est illuminé dès la seconde où il l'a vu. Pas à cause de moi, mais à cause du camion. C'était très bien. C'était plus que bien. Il m'a demandé quel bruit faisaient les vrais camions de pompiers. J'ai fait l'imitation la plus embarrassante et la plus excessive possible. Il a tellement ri qu'il a fait tomber sa brique de jus dans l'herbe. La deuxième visite a duré 1 heure.
La troisième, presque 2. À la quatrième, il m'avait donné un surnom. Le monsieur au camion de pompiers. Je me suis accroché à ça comme si c'était sacré, car ça l'était. Je n'étais plus un étranger. J'étais une chose dans son vocabulaire, une partie de son samedi. C'était plus que ce que j'étais en droit d'attendre. Beckett n'était pas ravi. J'ai pu le voir sur son visage la seule fois où il est venu chercher Cédar pendant que j'étais là. Nous ne nous sommes pas parlé. Nous nous sommes juste salués d'un signe de tête, prudent et courtois, comme deux personnes tenant les extrémités opposées de quelque chose de fragile. J'ai pu voir l'incertitude dans ses yeux. Peut-être de la peur. Mais je n'étais pas là pour me venger. Je ne voulais pas effacer son rôle. Je voulais juste avoir le mien. Je veux être honnête sur une chose ici, parce que je pense que c'est important et je ne vois pas beaucoup de gens en parler. Beckett avait été là. Quoi qu'il soit par ailleurs, quels que soient les choix qu'il ait faits, il avait été là pendant les 2 premières années de Cédar, d'une manière que je n'avais pas pu faire. Pas parce que j'avais choisi de ne pas l'être. Je ne savais pas, mais le résultat était le même. Cédar connaissait son visage. Cédar l'appelait papa. Cédar avait des souvenirs avec lui dont je ne ferais jamais partie. C'était dur à accepter. Ça l'est toujours. Il y avait des soirs où je rentrais du parc après une visite en ressentant ce mélange complexe de gratitude et de chagrin que je n'arrivais pas à démêler complètement. Reconnaissant que Cédar soit en bonne santé, aimé et entouré. Pleurer la version des faits où j'aurais été là dès le début. Ces deux sentiments ne s'annulent pas. Ils coexistent, ce qui est inconfortable, mais apparemment inévitable. Oren semblait l'avoir compris. Elle a commencé à m'inclure davantage, dans un centre de jeu, 1 heure du conte à la bibliothèque, un musée des sciences où Cédar a passé 45 minutes à fixer une maquette de fusée en posant des questions auxquelles aucun de nous ne pouvait répondre. J'ai appris qu'il détestait les toilettes automatiques bruyantes, qu'il mettait du ketchup sur tout, qu'il était obsédé par le papier bulle et qu'il éclatait chaque bulle avec l'intensité concentrée d'un chirurgien. Chaque semaine j'apprenais quelque chose de nouveau. Chaque semaine j'étais terrifié à l'idée que ce soit la dernière, mais ça ne l'a pas été. Cela a continué à grandir, lentement, irrégulièrement, comme quelque chose qu'on plante trop tard dans la saison et qui décide de fleurir quand même. Un après-midi, nous étions assis par terre dans une librairie, à feuilleter un livre d'images sur les tortues de mer. Cédar s'est appuyé contre mon bras sans y penser. Il a juste déplacé son poids et s'est installé là, et a dit doucement, sans quitter la page des yeux, « Tu ressembles à un papa. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne pouvais pas. Ma gorge s'est nouée. J'ai cligné des yeux trop vite. Il a levé la tête. « Tu pleures ?» J'ai alors répondu, « Je suis allergique aux livres sur les tortues. » Il a secoué la tête comme si j'étais la personne la plus ridicule qu'il ait jamais rencontrée et il s'est remis à lire. Ce moment a recousu quelque chose en moi que je croyais sincèrement brisé pour toujours. J'ai repensé à cela pendant un long moment après notre départ de la librairie. Cédar s'était endormi dans la voiture sur le chemin du retour. Oren m'avait envoyé par texto une photo de lui, endormi dans son siège auto, la tête penchée, la bouche ouverte. Et j'étais resté dans ma voiture, sur le parking de mon immeuble, à fixer cette photo pendant probablement 10 minutes. Il me ressemblait quand il dormait. Je sais que ça ressemble à ce que dit un parent parce qu'il a envie que ce soit vrai. Mais j'ai une photo de moi à peu près au même âge, endormi sur la banquette arrière de la voiture de mes parents pendant un voyage. Et la ressemblance est vraiment troublante. Même inclinaison de la tête, même bouche ouverte, même abandon total et absolu à l'inconscience. J'ai envoyé la photo à ma mère ce soir-là. Je ne lui avais pas encore tout dit. Je me préparais encore à cette conversation, mais je lui ai envoyé la photo et j'ai dit, « Voici Cédar. Je t'expliquerai tout bientôt. » Elle m'a rappelé en 4 minutes environ, ce qui est un record même pour elle. Je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a pleuré. J'ai un peu pleuré. Elle a dit qu'elle voulait le rencontrer le moment venu, et je lui ai dit que ça se ferait, juste pas encore. Cette conversation a aidé plus que je ne l'espérais. Que quelqu'un d'autre sache, quelqu'un qui m'aimait et qui était de mon côté, a fait que toute cette situation m'a un peu moins donné l'impression de la porter seule. Maintenant, je veux être honnête à propos de quelque chose parce que nous sommes sur Reddit et vous allez me reprocher de ne pas l'être. Après tout ça, le centre commercial, la lettre, le test ADN, le parc, le camion de pompiers, le livre sur les tortues,
j'étais encore un désastre à bien des égards. J'étais présent pour Cédar. Et ça me semblait juste, mais je rentrais tous les soirs dans un appartement vide et je restais seul avec tout ça. La colère contre Oren, les sentiments complexes envers Beckett, le deuil des 2 années que j'avais manquées, la peur que tout puisse encore s'effondrer à tout moment. Je n'en parlais à personne. Je m'étais isolé, ce que j'ai tendance à faire quand je suis dépassé. Mon pote Pax, celui qui comptait mes jours d'homme libre, m'a finalement confronté à ce sujet. Nous sommes allés manger dans ce petit resto où nous allions à l'université et je lui ai tout raconté. Toute l'histoire, du début à la fin. Le centre commercial, la poussette, la lettre, la carte du raton laveur, les résultats ADN, Beckett à la porte, le parc, Cédar me traitant d'étranger, tout ça. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui est vraiment rare pour Pax. Quand j'ai fini, il est resté silencieux une seconde, puis a dit, d'accord, mais aussi, est-ce que tu vas sortir avec quelqu'un un jour, à un moment donné? J'ai ri. C'était le premier vrai rire que j'avais eu depuis des mois. Je n'en sais rien, ai-je répondu. Je ne fais plus vraiment confiance à mon propre jugement, pour être franc. J'ai raté tous les signaux avec Oren. J'ai été pris totalement au dépourvu. Pax a hoché lentement la tête. Ouais, mais tu avais aussi 26 ans et tu étais amoureux. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est juste être humain. Je n'ai juste pas envie de revivre ça, ai-je dit. Tout le truc où tu penses connaître quelqu'un et puis tu découvres que tu n'étais qu'un bouche-trou. Qu'on t'a menti pendant tout ce temps et que tu as été le dernier à le comprendre. Il est resté silencieux un instant, tournant sa tasse de café entre ses mains. Tu sais quel est ton vrai problème? Tu t'es lancé à fond sans jamais vraiment rien vérifier. Tu as fait confiance aux sentiments et tu as sauté les fondations. C'est ça être amoureux. Non, c'est ça être naïf. L'amour, c'est bien, mais tu peux aimer quelqu'un et quand même faire attention à savoir s'il est vraiment celui qu'il prétend être. Je n'avais pas de très bonne réponse à ça. Il a sorti son téléphone et l'a fait glisser vers moi sur la table. Sur l'écran, il y avait un site web, singletune.com. Un design épuré, une mise en page simple, rien de tape à accent grave-l'œil. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Un truc que mon cousin a utilisé après son divorce. C'est différent des applications habituelles. Il a tapoté l'écran. L'algorithme ne se contente pas de vous mettre en relation sur la base de photos et de proximité. Il est construit autour de l'alignement des valeurs, comme ce que vous attendez réellement d'une relation, la façon dont vous gérez les conflits, ce que la loyauté signifie pour vous. Il filtre beaucoup de bruit avant même que vous n'arriviez à la première conversation. J'ai fait défiler la page de manière sceptique. Toutes les applications disent des choses comme ça. Je sais, mais celle-ci t'oblige vraiment à répondre à de vraies questions avant même que tu ne puisses voir des profils. Et tu peux faire une vérification par appel vidéo avant même de vous rencontrer en personne. Donc, tu ne te bases pas uniquement sur un profil soigneusement organisé. Tu peux vraiment cerner l'ambiance avant de t'engager dans quoi que ce soit de réel. Je lui ai rendu le téléphone. Je ne sais pas, mec. Je ne suis pas exactement dans une phase où je suis prêt à m'exposer. Je ne te dis pas de le faire demain. Je te dis de le garder sous le coude. Il a souri. Ça s'appelle Singletune. Obtenez votre compteur d'ondes bientôt. J'ai haussé un sourcil. Tu viens juste de me citer leur slogan, là? C'est un bon slogan. C'est un peu trop. Jonah. Il s'est penché en avant. Tu as passé 2 ans à pleurer une femme qui était déjà partie avant de te quitter. Tu mérites de trouver quelqu'un qui s'investit vraiment. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'une lettre à puce pour te dire qu'elle a décroché. Il a rangé son téléphone. Singletune, conçu pour la fidélité. Accordé pour vous. C'est littéralement ce qui est écrit sur la page d'accueil. Je ne me suis pas inscrit ce soir-là. Mais j'y ai pensé plus que je ne l'aurais cru. L'idée d'un processus qui ralentit les choses, qui pose des questions plus difficiles d'emblée, qui permet de vérifier la compatibilité avant d'avoir des sentiments. Cette partie avait du sens pour moi d'une manière que l'approche habituelle de balayer et d'espérer n'avait jamais eu. C'était ce que je n'avais jamais fait avec Oren. J'étais tombé amoureux rapidement et j'avais supposé que le reste suivrait. J'avais fait confiance à la surface et ignoré les fissures. Je ne dis pas qu'une application règle ça. Je ne suis pas si naïf. Mais l'idée d'être plus intentionnel,
de vraiment comprendre les valeurs de quelqu'un avant d'être déjà impliqué depuis 3 ans. Je comprends pourquoi ça plairait à quelqu'un qui s'était brûlé les ailes comme moi. J'y réfléchis encore. C'est probablement la chose la plus honnête que je puisse dire maintenant. Revenons à la partie qui compte vraiment. Nous sommes encore en train d'essayer de comprendre à quoi cela ressemblera à long terme. Il n'y a pas d'étiquette propre pour définir ce que Oren et moi sommes l'un pour l'autre aujourd'hui. Pas des amis, pas des ennemis, juste 2 personnes qui essaient de faire de leur mieux pour un enfant qui mérite mieux que le gâchis que nous avons créé. Beckett et moi avons une trêve fragile et tacite. Il fait toujours partie de la vie de Cédar. Et j'ai fait la paix avec ça. Cédar sait que je suis son père maintenant. Nous le lui avons dit de la manière la plus simple possible, et il a assimilé la nouvelle avec la remarquable capacité d'adaptation d'un enfant qui voulait juste savoir si j'allais toujours apporter des camions de pompiers. Je l'allais. Je l'ai fait. Je le ferai. Il n'y a pas de fin parfaite ici. Il n'y a pas de moment où tout se met en place et où le générique de fin défile. Oren et moi ne serons probablement jamais tout à fait en bons termes et c'est très bien. Certaines choses ne se réparent pas. Elles se gèrent, tout simplement. Beckett et moi serons probablement toujours mal à l'aise dans la même pièce et c'est très bien aussi. Ce sont les conséquences des choix qui ont été faits et ça ne m'intéresse pas de prétendre le contraire. Mais il y a un gamin qui court vers moi les bras ouverts. Il y a un surnom qui s'est transformé en quelque chose de réel. Il y a un mardi après-midi dans une librairie où un garçon de 4 ans s'est appuyé contre mon bras et a dit quelque chose qui m'a fendu le cœur de la meilleure façon possible. Samedi dernier, Cédar a couru vers moi de l'autre bout du parc. À toute vitesse, les bras ouverts, de manière complètement désordonnée, comme seuls les petits enfants en sont capables. Il a crié quelque chose tout au long de sa traversée sur l'herbe. Pas, l'étranger, pas, le monsieur au camion de pompiers. Papa. Je l'ai rattrapé. Je le rattrape toujours. C'est suffisant. Pour l'instant, c'est plus que suffisant.